Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un bilan du parcours Rire et Savoir, parcours qui, vous le savez, est organisé autour de l'œuvre intégrale Gargantua de Rabelais. Dans ce bilan, je me propose de vous outiller pour vous permettre d'aborder sereinement n'importe quel sujet de dissertation et évidemment d'aborder sereinement la deuxième partie de l'oral du bac de français, si tant est bien évidemment que vous choisissez une œuvre de ce parcours pour la présenter. Pour ce faire, je vais mettre en évidence les principaux enjeux du bilan, enjeux littéraires, enjeux esthétiques et enjeux thématiques. Je vais procéder de la façon suivante, je vais partir des termes mêmes de l'intitulé du parcours Rire et Savoir. Et le premier terme évidemment sur lequel je vais m'interroger, c'est le terme rire. Le rire, c'est la manifestation d'un sentiment de gaieté. Dans les œuvres concernées, on va donc s'intéresser, nous, au comique, puisque c'est le comique qui va provoquer le rire, celui du personnage ou celui du lecteur. Et l'on va discerner deux types de comiques différents. Le premier comique, c'est le comique que l'on pourrait dire léger, le comique un peu facile. Ce comique-là, il est lié à ce qui relève de la farce. Par exemple, Gargantua qui vole les cloches de Notre-Dame parce qu'il veut emparer sa monture, la fameuse Grand Jument, ou bien dans la vraie histoire comique de Francion, le discours absolument incompréhensible que fait le maître de Francion à la femme dont il est amoureux. Un deuxième type de comique léger est celui qui s'appuie sur le scatologique, c'est-à-dire pipi, caca, et évidemment tout le monde pense ici à la diarrhée de Gargamel au moment de son accouchement. Enfin, de façon plus générale, le comique léger peut être lié au bas corporel, c'est-à-dire à toutes ces parties du corps jugées indignes de figurer en temps normal dans la littérature. Et je pense bien évidemment au cul qu'évoque Montaigne dans un discours qui par ailleurs est extrêmement sérieux consacré aux philosophes. Je pense évidemment aussi au sous-entendu grivois de Voltaire dans Memnon, lorsque Memnon, face à la jeune femme, se sent la plus grande envie de l'aider. En face de ce comique léger, un peu facile, il y a également dans les œuvres qui nous intéressent un comique plus fin, plus élégant, qui suppose une culture commune entre l'auteur et le lecteur. Ce comique plus fin, il peut s'appuyer sur des références culturelles qui sont partagées par l'auteur et par le lecteur et qui sont moquées de façon discrète. Je pense par exemple au premier précepteur de Gargantua qui s'appelle Tubal Holoferne. Le patronyme Holoferne, Rabelais ne l'invente pas, il vient de la Bible et plus précisément d'un général biblique que vous connaissez peut-être parce qu'il a été décapité par Judith. Il avait encerclé une ville. Judith a décidé de libérer sa ville. Elle est donc sortie. Elle a rencontré ce général. Elle l'a séduit. Et alors qu'il partageait sa couche, elle l'a décapité. Le fait de faire référence à ce personnage biblique permet évidemment à Rabelais de donner tout de suite à son lecteur une idée de ce personnage qui risque d'être assez malmené par l'histoire et personnage dont on ne peut que constater la naïveté. De la même façon, le maître incompréhensible de Francion, dans la vraie histoire comique de Francion que je mentionnais précédemment, il est incompréhensible parce qu'il fait un discours qui n'a ni queue ni tête, qui est une espèce de collage de tas de discours qu'il a lus dans tout un tas de romans qu'il interdit à ses élèves de lire, et ce maître s'appelle Hortensius. Or, Hortensius, c'est le nom également d'un orateur antique célèbre. Il y a donc ici un clin d'œil de Charles Sorel à son lecteur, puisque celui qui est incapable de manier le discours a le nom d'un spécialiste du discours. Et de la même façon, on voit chez Voltaire, dans l'histoire de Memnon, une critique évidente de la théorie de l'optimisme de Leibniz. Ce comique plus fin, il peut aussi reposer sur des jeux de mots et je n'en donnerai qu'un, c'est évidemment le patronyme de Janotus Bracmardo chez Rabelais, Bracmardo évoquant le bracmar, bracmar qui est une épée mais qui est aussi une façon de désigner le sexe masculin. Donc on voit bien que toutes les œuvres qui sont inscrites dans ce parcours Rire et Savoir sont des œuvres qui mettent en scène du comique. Je m'intéresse maintenant au deuxième terme de cet intitulé, à savoir le savoir.
Le savoir, c'est la connaissance, c'est l'érudition. Et la première remarque que l'on peut se faire, c'est que les œuvres que nous étudions ensemble dans ce parcours sont des œuvres d'auteurs érudits. Rabelais, c'est un médecin, il est également extrêmement lettré, il traduit en français des œuvres antiques. Voltaire, de la même façon, est un érudit formé par les jésuites et qui est vite repéré durant ses études pour ses qualités en particulier, et ce n'est pourtant pas pour cela qu'il sera le plus connu, pour ses qualités de versification. L'éducation de Montaigne est faite par un précepteur d'exception, donc vous voyez que tous les auteurs sont des auteurs que l'on peut qualifier d'érudits. Ces auteurs vont composer des œuvres qui toutes s'emparent de la question du savoir ou qui mettent en scène l'éducation. Le personnage est en situation d'apprentissage face à un maître, par exemple chez Rabelais et chez Sorel, ou bien le personnage fait son apprentissage seul en se confrontant à la réalité de l'existence dans le même nom de Voltaire. Toutes ces œuvres entendent enseigner, entendent instruire le lecteur. Elles se présentent donc, ces œuvres, comme des livres de savoir. Et les auteurs ont la volonté de chercher à partager avec leurs lecteurs la meilleure façon d'enseigner qui soit. Il s'agit donc de ce que l'on appelle des œuvres moralistes. Le moraliste, je vous rappelle, est celui qui regarde le monde, qui dresse un constat de ce qui existe et qui propose ensuite une morale pour essayer d'améliorer l'existant. Dernière remarque que l'on peut faire, ces œuvres s'adressent aussi à des lecteurs érudits. Les références, les sous-entendus sont très nombreux, à la fois chez Rabelais, chez Voltaire, chez Montaigne, et elles nécessitent une certaine culture. On se rappelle par ailleurs que le lecteur des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles est un lecteur lettré, c'est-à-dire un homme qui a reçu de l'instruction, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité des hommes, puisque tout le monde n'a pas droit à l'éducation, à l'école, au XVIe, au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Nous avons vu ce que supposait le terme rire, ce que supposait le terme savoir, et il faut maintenant se poser la question de ce rapprochement entre rire et savoir. C'est donc ici la conjonction de coordination « et » qui va m'intéresser, et je vais me poser la question du rapport ou des rapports entre le rire et le savoir. Dans les œuvres qui nous intéressent, on voit que le rire est un adjuvant au savoir. Il est ce qui va porter le savoir, ce qui va servir le savoir, et l'on retrouve ici le fameux placere et docere prôné par Aristote. Le rire sert le savoir. Comment sert-il ce savoir? Eh bien, tout d'abord parce qu'il divertit, qu'il amuse et qu'il retient l'attention du lecteur. Et vous pouvez bien évidemment penser aux premières lignes de la préface de Gargantua, premières lignes qui ont très évidemment une fonction fatigue, c'est-à-dire la fonction d'attirer l'attention du lecteur, qui use d'un comique assez léger, assez grivois, voire un peu provocateur, pour attirer l'attention du lecteur. Le rire peut également servir le savoir parce qu'il est une arme. Les malheurs de même nom, par exemple, soulignent le ridicule de son projet. Les faux savants sont moqués par le personnage de Janotus de Bracmardo qui massacre le latin. Ainsi, le rire est une arme dont use l'auteur pour dénoncer, pour critiquer, pour ridiculiser ce qu'il entend remettre en question. Et le rire peut également servir le savoir parce qu'il crée une complicité qui permet de défendre quelque chose. Par exemple, dans l'épisode des chevaux factices chez Rabelais, où Gargantua se fait finalement plus malin que les adultes qui l'entourent et les emmène de force dans son univers où des chevaux de bois deviennent de véritables chevaux qu'il adopte, dont il prend soin et qu'il part de leurs plus beaux atours. Dans cet épisode, c'est le plaisir d'apprendre, le plaisir d'expérimenter qui est mis en valeur, et il est mis en valeur notamment par le comique qui crée le sourire, voire le rire chez le lecteur. Le rire peut donc servir le savoir, mais le rire peut aussi être un savoir. Le savoir-rire est mis en valeur dans chacune de nos œuvres. Le savant idéal, que ce soit chez Rabelais, que ce soit chez Montaigne, que ce soit chez Voltaire, est toujours un homme qui rit, un homme qui sait profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs du corps. Pourquoi? Eh bien parce que le rire, c'est la garantie de ne pas céder à la prétention ou au pédantisme. C'est la garantie de ne pas se prendre au sérieux, et ne pas se prendre au sérieux, c'est sans doute la grande leçon de ce parcours Rire et Savoir, c'est le meilleur moyen d'être sérieux.
Il n'empêche que, a priori, le rire est opposé au savoir. L'un est plutôt du côté de la légèreté et l'autre du côté de la gravité et du sérieux. Et d'ailleurs, on peut douter de la possibilité d'apprendre par recours à ce genre d'ouvrage. Je vous renvoie pour cela à un ouvrage célèbre qui bénéficie d'une adaptation cinématographique de grande qualité. Il s'agit du roman de la Rose d'Umberto Eco, qui met en scène une congrégation de moines qui condamnent le rire parce que le rire divertirait et écarterait finalement de la connaissance et, puisque nous sommes dans un univers monastique, de la connaissance du divin. De la même façon, Jean-Jacques Rousseau pense que les enfants ne sont pas en mesure de comprendre les fables, que la fable est un très mauvais moyen d'apprentissage parce que la morale est trop mêlée, elle est trop peu explicite et finalement le rire pousse les enfants à comprendre de travers. Il prend l'exemple du corbeau et du renard en disant que les enfants vont rire de la ruse du renard et qu'ils vont donc sans doute considérer que le renard est le personnage le plus attachant, donc que la morale de la fable Le corbeau et le renard serait sans doute qu'il est trop amusant d'être un voleur. Nous venons de faire le tour, donc le rire, vous le voyez ici, peut servir le savoir, il peut être un savoir et il peut aussi s'opposer au savoir. Vous avez maintenant à peu près tout en main pour pouvoir aborder sereinement n'importe quel sujet de dissertation, ce qui signifie que j'en ai terminé. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.